Il y a un côté autodidacte. Les études ne peuvent pas t'amener exactement dans le métier et la chose que dans le métier que tu souhaites réellement pratiquer, sauf quand on travaille dans des filiales très spécifiques. C'est que je pense aussi qu'un patron, un entrepreneur, à un moment donné, il doit aussi savoir développer. Que moi, je suis vraiment, j'aime les crises. Salut le réseau et bienvenue dans Planet of Boss. Et je suis très heureux de recevoir un entrepreneur aujourd'hui. Donc Planet of Boss, ça va être le rendez-vous avec des entrepreneurs, des managers, de PME, de TPE, de start-up, des gens qui travaillent toute la journée et qui ont quelque chose à dire, des boss qui ont quelque chose à dire. Donc aujourd'hui, je reçois Johan Azran. Salut Johan. Salut. Je suis très content que ce soit toi qui fasses le premier de Planet of Boss et j'espère qu'il y en aura de nombreux. Plaisir partagé. On va tout de suite mettre les pieds dans le plat, on se connaît. On peut dire qu'on a grandi ensemble. On a grandi ensemble. Voilà, donc il n'y a pas d'embrouille. Les gens qui nous connaissent savent qu'on se connaît. Et c'est très bien comme ça. Donc, j'aimerais bien que tu te présentes, Johan. Que tu nous expliques un petit peu qui tu es. Ce que tu fais dans la vie. Donc, on est entrepreneur, mais j'aimerais bien que tu nous expliques. C'est le seul moment où tu vas pouvoir pitcher. Okay. Donc, pitch. Pitchons. Donc, Johan Azran, entrepreneur. Donc, je suis entrepreneur depuis plusieurs années déjà. On va dire que j'ai toujours été entrepreneur depuis aussi longtemps que je m'en souvienne. Ça a commencé donc déjà dès que j'étais tout jeune, j'étais dans les mouvements de jeunesse, j'ai toujours pris les choses un peu en main, puisque j'ai été directeur de colonie, etc., où je m'occupais de l'organisation, des inscriptions et un certain nombre de choses au niveau de la logistique. Puis par la suite, j'ai créé des associations qui s'occupaient de comédie musicale, de mise en scène, sur lesquels j'ai travaillé pendant longuement. Puis parallèlement, j'ai effectué effectivement mes études, j'étais à la fac. Ça veut dire que tu as fait quand même des études, parce que là je pense qu'il faut aussi le dire, c'est que tu as fait des études qui sont pas forcément en corrélation avec ce parcours que tu nous dis. C'est ça. En fait, corrélation oui et non, on sait très bien. Enfin, pas en corrélation directe en tout cas. Exactement, ouais. Même si on apprend toujours et que ça nous sert. Oui, effectivement. Il y a un côté autodidacte. Les études ne peuvent pas t'amener exactement dans le métier et la chose que dans le métier que tu souhaites réellement pratiquer, sauf quand on travaille dans des filiales très spécifiques, comme la médecine, le droit ou dentaire ou des choses comme ça. Tu sais ce que tu mais dès qu'on rentre dans l'aspect commercial ou gestion d'entreprise, effectivement, on ne sait pas quelle va être la finalité du... Donc après, c'est en fonction de tes influences aussi, et la fonction aussi de ce qui se profile aussi à l'horizon, de ce que tu aimes réellement faire, parce que c'est un leitmotiv, il faut savoir se lever le matin et se dire, ce truc-là, je vais le défendre et je vais aller jusqu'au bout. Ouais, donc tu as toujours été entrepreneur, sans mettre peut-être ce mot sur ce que tu faisais. Non, mais alors aujourd'hui, donc tu es dans la restauration. Ouais. Mon parcours a fait que Alors, tu peux nous expliquer un petit peu, parce que tu as un parcours, enfin, moi je trouve assez singulier et franchement, atypique. Oui, mais complètement atypique. Et puis bon, après, c'est aussi ça qui est intéressant dans l'entrepreneuriat, c'est qu'on n'a pas des gens stéréotypés, on a quand même des gens qui se sont faits sur le tas. Et donc justement, aujourd'hui, comment s'appelle ta chaîne de sushi ? Sushiria. Alors, parle-nous de Sushiria. Ouais. Vas-y, parle-nous, explique-nous un petit peu le concept. Alors, le concept, donc, quand j'ai pris la master franchise de cette ancienne enseigne où j'ai été, j'avais passé 2 ans au Mexique et j'avais trouvé que les sushis qu'on faisait Sud-Amérique étaient complètement différents de ce qui se passait en Europe. Ah, donc tu t'es inspiré de l'Amérique du Sud. Je me suis intéressé à la cuisine Nikkei, ce qu'on appelle la Nikkei Food, qui est le nom qu'on donne aux Japonais qui ont immigré dans les pays sud-américains, notamment au Brésil, qu'on appelle les Nikkei. On les surnomme les Nikkei. Alors, pas les Nikkei, les Nikkei. J'insiste avec N-I-2-K-E-I tréma. Et en fait, c'est donc le nom qu'on donne à ces personnes-là qui, eux, du coup, ont adapté la culture japonaise aux influences locales. Et ils ont introduit donc dedans la culture un peu fruitée des sushis, avocat, mangue, ananas. Et c'est là qu'on voit après beaucoup de dérivés. Ce qui se voit absolument pas au Japon.
Non. Moi, j'ai été au Japon et j'ai été surpris de voir que les sushis qu'on a l'habitude de manger, en tout cas en France, C'est pas très n'existent même pas pratiquement. Exactement. C'est très dur à les trouver. Enfin, c'est peut-être pour les touristes, Mais mais parce qu'en fait, il y a une mauvaise connotation avec le mot sushi. Les gens pensent que sushi, c'est japonais. Or, le sushi, c'est pas japonais. ah bon? Non, c'est chinois, figure-toi. Ah, Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que le fameux California Rolls qui a été inventé aux États-Unis, d'où le nom California, de Californie, car il y avait aussi une forte ouais, immigration encore une japonaise. influence étrangère. Exactement. D'accord. Et en fait, on remarque que dans la gastronomie, quelle qu'elle soit, japonaise ou autre, il y a ce métissage des cultures qui est fait constamment. Et là où je trouve qu'on la retrouve le mieux pour moi, c'est évidemment dans la gastronomie japonaise. Mais dans la gastronomie japonaise, ce qui est intéressant, c'est que tu fais d'un seul repas une composition de saveurs différentes. Hmm. Et nous, on l'a poussé dans ce sens, à savoir qu'il y a effectivement tout ce qui est makirol, tout ce qui est sushi, nigiri, des compositions de box déjà faites avec des noms sympathiques autour. Donc ça, c'est l'aspect marketing qu'il y a autour. Mais aussi, on part sur les ceviche, les pokéballs, les shirapoke maintenant, qui sont un mix entre le shirashi et le pokéball, D'accord. les donburi qui sont des plats chauds, déclinés à base de riz, de nouilles, etc. C'est ce que j'aime précisément. Donc on a à peu près 120 produits dans notre carte. Alors, je précise que c'est pour l'instant à Bruxelles. Ouais. Voilà. Combien de magasins? Ah, bon. Bah, Enfin, de restaurants, pardon, excuse-moi. avant de Covid, on était à 6 magasins, 6 boutiques, 6 shops. Et maintenant, après Covid, on est à 4. Et Covid passant. Et donc, ça veut dire quoi? Covid passant, t'as fermé ou t'as développé livraison à domicile qui a fait que t'as peut-être moins besoin Alors, de shop il y a des agrégateurs qui sont arrivés entre-temps, les agrégats Uber Eats, Deliveroo et des plateformes qui sont venus. Donc à l'époque, on travaillait sur un rayon de 1,5-2 km. Et aujourd'hui, avec l'arrivée de ces agrégats, ils travaillent sur des rayons supérieurs. Donc effectivement, multiplier les points de vente, ça n'a plus vraiment de sens. C'est des charges un peu inutiles. C'est que tu joues sur les deux. C'est-à-dire qu'il te faut du physique. Exactement. Parce qu'il te faut de la marque, de la présentielle, du La marketing. rue, ouais. Voilà. Et puis tu as aussi le marketing digital. Exactement. Avec ces plateformes. Qui prennent une grosse part du marché aujourd'hui. Et qui t'apportent de nouveaux clients. Quoi. Ouais. On va dire oui. C'est-à-dire que... Pas vraiment. C'est jamais définitivement nos propres clients. Ça reste quand même les clients de la plateforme. C'est le gros souci d'ailleurs. C'est le gros souci. C'est le gros souci que tous les restaurateurs ont. C'est que tu ne maîtrises plus ta clientèle. Non, le client, il est presque anonyme. C'est que tu ne peux pas le fidéliser, en fait. C'est ça la problématique. On peut le fidéliser via des supports que eux nous ont mis en place à travers les plateformes, à savoir un système de points de fidélité, etc., etc. Mais il faut savoir que ce client, au final, on n'a jamais son nom de famille, on n'a jamais son numéro de téléphone. C'est-à-dire qu'on y a accès, mais il est temporaire, il s'efface immédiatement. Et c'est d'ailleurs valable aussi pour les livreurs qui viennent chercher les commandes, c'est qu'on a leur identité temporairement, à savoir, dès que la commande est prise en charge, l'identité du chauffeur disparaît avec son numéro de téléphone. D'accord, donc en fait, il maîtrise tout. Il maîtrise complètement tout, mais sur le papier, pas dans les faits. Parce que dans les faits, on se rend bien compte que les clients, alors, il y a ce qu'on appelle l'ubérisation, c'est-à-dire que ça a été un modèle qui a été complètement... tout le monde s'est un peu imaginé plein de choses là-dessus, c'est-à-dire les clients étaient complètement fous. D'ailleurs, les clients ont triché un peu d'ailleurs sur le sujet, parce qu'ils profitent de la mécanique Uber ou Deliveroo, mais dans les faits, quand il y a un problème, les clients se retournent vers le restaurateur final, et c'est à nous de gérer tout. Alors, pour revenir sur l'entrepreneuriat, est-ce que tu as un mentor ou des mentors qui t'ont inspiré dans ta vie professionnelle pour justement entreprendre? Non, j'ai pas eu particulièrement de mentor, vraiment. Est-ce que tu as fait des rencontres peut-être dans ta vie qui t'ont donné, qui t'ont inspiré, qui t'ont donné envie de... Je peux pas dire précisément ça. Non, moi j'ai plutôt été un esprit libre. J'ai toujours été un esprit libre. C'est ça qui m'a conduit vers le fait de devenir justement indépendant et entrepreneur. J'ai toujours voulu... je ne pouvais pas me travailler pour le compte d'une personne. Et j'ai toujours une vision très claire de vers quoi je devais aller, de comment je devais le faire en fait. Et ça aussi, ça s'est découvert justement dans les mouvements de jeunesse où j'étais beaucoup dedans.
C'est-à-dire que je regardais et je me disais un jour je prendrai sa place parce que là, ce qu'il a fait ou ce qu'il a fait. Tu étais motivé par... Exactement. Après, on fait pas forcément mieux c'est pas. Je pense qu'on essaie pas. On pense qu'on va mieux faire, mais quand on est au poste, après, on se rend compte que c'est pas une question de mieux faire. C'est simplement une question d'apporter sa vision sur la chose et de faire en sorte qu'elle soit respectée. Je pense que c'est important. Même dans tout entrepreneuriat qu'on a. Le but, c'est d'avoir une vision au départ, de faire en sorte que cette vision soit respectée. Et entre-temps, elle change, elle est modifiée. Mais non, mentor, non, je ne peux pas te dire que j'ai des mentors. D'accord, ok. Non, mais de toute façon, je pense qu'on n'est pas obligé d'en avoir, mais des fois, ça nous donne une façon de communiquer, une façon de manager. Enfin, voilà, c'est... Mais bon, après, c'est vrai que quand on écoute ton parcours, c'est beaucoup d'expériences qui t'ont amené une autre expérience, qui t'ont amené une autre expérience, et qui t'ont amené là où tu es aujourd'hui, quoi. C'est un enchaînement de choses, ouais. Mais la famille a beaucoup joué quand même dedans. Pas grand monde dans ma famille n'est un employé type lambda dans aucune entreprise. Donc je pense que... Ça joue. Ouais, je pense qu'il y a aussi une influence. Mon père était entrepreneur puisqu'il était dans le bâtiment et gérait une entreprise de bâtiment aussi pendant des années. Mes oncles, aussi loin que je puisse chercher, sont aussi des entrepreneurs. Et finalement, j'ai l'impression qu'on a baigné là-dedans. C'est vrai qu'on a baigné là-dedans et qu'il y a une influence, une culture de l'entrepreneuriat. Ouais. Et donc ça, forcément, oui, c'est sûr que ça... Donc pas de mentor spécifique, mais je pense une influence familiale forte. Ouais, c'est un petit peu des mentors. Hein. Ouais, bah oui. Bon, C'est quoi ton moteur dans la vie? Mon moteur. Qu'est-ce qui te motive le matin quand tu te réveilles et que tu te dis, allez, on va se taper, on va gérer des problèmes à bras le corps, on va se prendre la tête avec les politiques, comme tu disais, peut-être, on va motiver les salariés, j'ai un tel qui vient pas, enfin voilà, on connaît tous dans la restauration, on sait que c'est pas simple. C'est quoi ton moteur dans la vie? Bon, il faut savoir déjà une chose, que moi je suis vraiment, j'aime les crises. C'est important. Ah, t'es un homme de crise. Ouais, je suis un homme de crise. Ça, c'est important. Ouais, j'ai toujours aimé les... Et c'est important de le savoir. J'ai toujours aimé démêler les crises. Les situations justement litigieuses, compliquées, c'est un peu mon credo. C'est un peu ma spécialisation. Et je sais tous les jours en me levant qu'il y aura toujours des problèmes. Et mon plaisir, c'est de me lever et de démêler ces problèmes. D'être la personne qui a solutionné les problèmes. C'est comme ça que je vois. Alors, je ne dis pas que tout le monde est un problème. C'est-à-dire que les problèmes, il n'y en a pas non plus 50 dans une journée. Mais quand on se lève effectivement le matin, ce matin, je me suis réveillé, il y avait des problèmes. Mais après, est-ce que l'entrepreneur, est-ce que le patron, le boss, c'est pas celui... Est-ce que son métier, ce n'est pas de gérer les problèmes? Alors... Et de faire en sorte que les employés soient dans les meilleures conditions pour faire leur travail. C'est ça. Tu demandes aux employés de te donner le meilleur pour toi, et finalement, eux s'occupent, dans mon cas, moi, eux s'occupent, comme je leur dis toujours, occupez-vous de mes shops, moi je m'occupe de vous. Voilà, d'accord. Voilà. Ça, c'est une chose. Donc toi, tu gères les problèmes autour, ils s'en soucient pas, t'es là, et eux derrière, ils font leur boulot. Ils doivent faire leur boulot, ils doivent s'occuper correctement des shops, à savoir les 5-6 tâches qui leur sont clairement attribuées. À travers une feuille de route et donc signer, contractualiser leur contrat. Et moi, je m'occupe du reste de tout ce qu'il y a autour. Ça, c'est important pour moi, de solutionner ces problèmes-là. Maintenant, la part où c'est toujours fragile, il ne faut pas se perdre. C'est que je pense aussi qu'un patron, un entrepreneur, à un moment donné, il doit aussi savoir développer. Et donc, garder toujours un point sur l'horizon pour pouvoir toujours apporter quelque chose de nouveau à sa structure. C'est important. Moi, en l'occurrence, par exemple, je garde toujours la créativité, tant sur les designs en interne que sur la... Tout le temps avoir un coup d'avance. Exactement. Les nouveaux menus qui sortent, regarder ce que font les concurrents, ça fait partie des points. Et tu t'inspires encore beaucoup d'étrangers? Ouais, énormément. Bon, alors la différence, c'est que maintenant, grâce aux réseaux sociaux, on n'a plus besoin de prendre un billet à chaque fois pour aller le faire par soi-même. C'est vrai qu'aujourd'hui, on te montre plus facilement les choses. Exactement. Ouais, c'est sûr. Et d'ailleurs, tu es très présent sur Instagram. Ouais. Ça marche bien? Et écoute, franchement... Niveau marketing digital, c'est puissant? C'est puissant, oui. Ça t'apporte une forme de notoriété. Il ne faut pas suivre forcément... Moi, je ne suis pas tout ce qui est like.
Les photos sont pas toujours surlikées et autres, mais je me rends compte que quand je poste régulièrement, par exemple, il se passe quelque Il se chose passe quelque chose sur le terrain. C'est une façon de tester peut-être un petit peu. Il y a plusieurs façons de tester. Quand on a une idée en tête, d'abord on doit la réaliser, on va communiquer dessus. Ensuite, on fait venir un influenceur qui lui est très suivi et on lui demande particulièrement de goûter ça et donc de mettre en avant ce produit-là D'accord. pour qu'effectivement il y ait une demande de la part de son réseau sur ce produit-là. Et souvent d'ailleurs ça marche parce que les gens viennent, ah mais j'ai regardé, je suis tel influenceur et je veux ce qu'elle avait sur sa photo. Et donc ils viennent même avec la photo de l'influenceur de ce qu'elle a mangé, ils disent je veux ça s'il vous plaît, sans savoir particulièrement le nom ou finalement ce qu'on appelle le fameux réseau du bouche à oreille. Le bouche à oreille se retrouve aujourd'hui dans l'influenceur pour moi. Parce que lui communique avec ses followers à lui. Et donc le bouche à oreille. Mais c'est des vecteurs de communication extraordinaires. Extraordinaire, ouais. Ok, alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, quelques petites questions personnelles. Okay. Mais bon, on va rester quand même dans l'entrepreneuriat. Comment ta vie professionnelle, comment ta carrière, comment toutes tes expériences t'ont construit en tant qu'homme, en tant qu'individu au quotidien? Est-ce qu'il y a une influence de ton métier dans ton quotidien, avec tes amis, avec ta famille? Honnêtement, ouais. Je peux pas te dire non. Pour ma part, c'est le cas. Je suis tellement investi dans mon travail qu'effectivement, mon travail, je pense, a pris le pas par moment, même souvent, je pense, sur moi. Et effectivement, ça me fait voir les choses autrement. Je perçois, combien de fois ça m'est arrivé de parler avec des gens dans les privés qui me disent « Ouais, attention, je suis pas ton employé, moi. » Parce que j'ai dit quelque chose qui... Parce que tu es directif. Je pense qu'à force d'être directif, d'être toujours en fait la personne qui doit... Tu manages les gens, quoi. Tu manages tes amis. Mais quelque part, pour eux, en fait, c'est nous le pôle Nord, d'une certaine façon. Ils attendent de nous des réponses, ils attendent de nous des directives, ils attendent de nous en permanence. Et quand tu gères en permanence et que tu passes souvent, effectivement, les 3/4 de ton temps de la journée à devoir diriger, manager, répondre aux questions, les problèmes. On fait aussi beaucoup de social, hein, quand les gens ont des problèmes dans leur vie privée par rapport à des papiers, des documents, des déclarations d'impôts, des machins, etc. C'est vers nous qu'ils s'en retournent. J'ai pas su remplir ça, ou qu'est-ce qui se passe pour moi s'il se passe comme ça. Que je pense quand on rentre chez soi, ça déborde un peu, je pense. Et justement, est-ce que tu as réussi à trouver un équilibre entre ta vie professionnelle et ta vie privée? Tu poses la question à la mauvaise personne. Pourquoi? Professionnel et privé. Non mais, en gros, est-ce que tu arrives à te déconnecter? Est-ce que tu arrives à avoir des loisirs? Est-ce que tu arrives à faire autre chose que penser que le boulot, quoi, que ta société? Je pense qu'avec le temps, oui. Ça, c'est la maturité. Je pense qu'avec le temps, j'ai réussi. Mais pendant longtemps, je n'ai pas réussi. Et encore une fois, le Covid m'y a beaucoup aidé. La période Covid m'a beaucoup aidé à lâcher prise. C'est-à-dire qu'à un moment donné, prendre du recul. À prendre du recul. Je me suis rendu compte que tout n'était pas forcément tout le temps entre mes mains et que finalement, moi, à l'époque, fermer un jour mes boutiques, c'était impensable, c'était pas possible. Même pas un jour, même pas une heure. Bon, avec le Covid qui nous a un jour dit vous devez tout fermer. Ça a imposé une nouvelle façon de voir les choses. De voir les choses, on devait fermer, les gens ne voulaient pas venir travailler parce qu'ils avaient tous peur, il y avait aussi une panique. Je me suis dit qu'effectivement, les choses n'étaient pas forcément toutes entre mes mains et que j'ai appris aussi à composer avec. Du coup, moi, aujourd'hui, j'arrive, grâce à cette période-là, j'ai réussi à lever un peu le pied. Mais pas totalement, non, pas totalement. Ça, comme je dis, le travail, la vie privée, si tu veux bien faire les choses, je crois que ça prend le pas un peu sur ta vie privée. Tu es obligé de transposer ça à la maison et à un moment donné, ça impacte aussi sur ta qualité de vie. Donc, tu n'as pas forcément le temps de t'attribuer tout le temps que tu veux pour voyager, pour pratiquer les sports que tu veux, pour voir les amis. Tu es toujours là à un dîner, le téléphone il sonne, parce que bon, pas oublier que nous on travaille aussi matin et soir. Donc ça veut dire que les heures de détente pour soi, hein, entre 17h30 et 22h30, on n'est pas à l'abri que quelqu'un nous appelle. On n'est pas à l'abri, ça ne veut pas dire que ça arrive tout le temps. Ça veut dire qu'on doit être prêt à y faire face. Voilà. Donc on est toujours un peu sur le qui-vive. Tu es entre amis, tu es à un dîner, tu profites et puis d'un coup il faut que tu switches. Je peux pas être en mode, ouais, c'est vrai, évidemment. De toute façon, moi c'est ce que je dis tout le temps, les entrepreneurs, souvent on me dit est-ce que tu bosses aujourd'hui?
Bon, moi personnellement, je dis tous les jours sauf le Shabbat. mais en soi, c'est ça. Ça veut dire qu'on bosse tout le temps, on bosse partout. Tout le temps. Ouais. Et même si on est entre amis, on sait que on peut switcher à n'importe quel moment et se mettre en mode boulot, quoi. Exactement. Moi, quand je vais dans un restaurant, combien de fois on me dit, mais tu veux pas lâcher? Ah, mais attends, 2 secondes, il faut que je goûte ce truc-là. Comment il a présenté ça? Combien de fois je pose des Et questions c'est au des gens serveur? qui sont entrepreneurs ou des gens qui ne sont pas entrepreneurs qui te disent ça? Non, c'est pas des gens qui sont entrepreneurs. Je pense que Parce qu'un entrepreneur le comprend, ça, quand même. l'entrepreneur le comprend. Ça le fait même rire. Parce que je pense qu'il Il se voit à se travers voit toi. à travers ça. Lui, je crois qu'il est plus fou ou moins fou que moi, ou bref, ça permet un peu s'auto-évaluer par rapport aux autres. Mais non, les personnes qui sont pas, c'est pas qu'elles comprennent pas du tout, hein, elles ont une empathie justement pour ça. Elles savent que c'est admirable, qu'il Ah leur oui, faut non, mais bien sûr, évidemment. des mecs comme nous d'une certaine façon pour pouvoir faire ce truc-là. Après, là où elles trouvent que je pense que c'est épuisant et harassant, c'est que c'est vraiment effectivement c'est constant. Ouais, c'est tout le temps. Ouais. Moi, je dors le soir, j'ai besoin d'aller sur Pinterest Ouais, pour voir c'est tout le temps et partout. prochain design, Bien sûr, machin, évidemment, etc. évidemment. Et je pense que peu importe ce que tu fais dans la vie, à partir du moment où tu as ta société, tu réfléchis tout le temps, quoi. Mais ouais, mais je crois qu'on peut pas leur demander non plus de nous comprendre en fait à Non, 100%. mais c'est pas le sujet, de toute façon. Exactement. Ouais, le sujet n'est pas de nous comprendre. On part. Mais évidemment, quand tu partages des moments avec des gens qui ne sont pas dans l'entrepreneuriat, des fois, ils peuvent être, c'est un gros mot, mais choqués par Ouais. notre façon de travailler, de vivre, de réfléchir. Mais elles peuvent Moi, je t'apporter sais du que recul. je me vois des fois à 2h30 du matin de me réveiller avec une idée, et vite, il faut que je l'écrive, parce que sinon, elle va partir, et, et après, Tu peux peut-être pas que... ne plus t'en rappeler le lendemain. Ouais, et peut-être que cette idée, je vais la sortir dans 6 mois. Exactement. Mais je sais que je l'ai écrit quelque part. Tu sais que tu l'as fait quelque part, c'est ça. Ouais. C'est vrai, c'est de la recherche en fait. Hein. Quelque part, il y a un peu, il y a un grand travail de recherche qui est pas forcément pour l'immédiat, mais qui viendra certainement avec c'est le clair. temps. C'est peut-être un coup d'avance ou peut-être 10 coups d'avance que tu auras pensé cette nuit-là, effectivement. Et est-ce que tu as déjà testé l'association L'association, oui. avec quelqu'un, avec Ouais. plusieurs personnes peut-être? Ouais. Et alors, c'est quoi ton expérience? Pour ma part, elle n'était pas mauvaise, pas bonne non plus. Je pense que je me suis... Bon, alors déjà dans le cadre de la première enseigne que j'ai représentée, moi j'étais master franchisé, mais comme c'était qu'un seul magasin, on collaborait énormément entre nous. Un peu pour comme faire- un associé, quoi. Exactement. Pour faire évoluer la marque. Là, c'était plutôt assez frustrant. Parce que les idées n'étaient pas toujours les mêmes. La direction n'était pas envisagée, n'était pas toujours la même, c'était pas toujours identique. Mais c'était eux qui C'était eux qui avaient le mot final. avaient le lead, quoi. Ouais. Mais justement, notamment la cuisine Nikkei qu'ils ont développée, je trouvais que le nom n'était pas en adéquation avec justement la gastronomie qui était visée à terme. Mais donc moi après j'ai créé donc mon premier magasin, mon premier shop, je l'ai créé en association avec un partenaire. Mais je pense De Sushiria? non, côté sushi. Ouais, d'accord, ok. Ouais. C'était, il y avait une personne, Elias Kazi, qui était associé avec moi au Qui sein était de la associé, société. d'accord, ok. Et lui, Donc en fait, qui était master franchise avec toi? C'est-à-dire que non, Ah, il non. était uniquement sur le point de vente. Sur le la point de marque, vente. Ok, la d'accord. master franchise m'appartenait à moi uniquement. Ok. Et lui, il était associé sur la société qui a créé le premier point de vente. D'accord, ok. Voilà. Bon, honnêtement, ça s'est pas super bien passé parce qu'il avait espéré, je pense, des rentrées et un retour sur investissement beaucoup plus Plus rapide rapidement. que... Ouais. Et donc ça, c'est encore une fois, ça c'est les deux écoles, je pense, qui se disputent beaucoup au sein de l'entrepreneuriat. Il y a des gens qui investissent, qui veulent un retour sur investissement très rapidement, Et d'autres qui s'aiment. et des gens qui s'aiment. Voilà, moi, je fais partie de ces personnes-là qui se disent que Enfin, qui s'aiment. qui s'aiment soi-même, Qui mais s'aiment. qui s'aiment. Je viens me semer, hein, j'ai compris. Voilà. Mais est-ce qu'il faut s'aimer aussi? je pense qu'il faut Pour être s'aimer. entrepreneur. Ouais, je pense qu'il faut un peu s'aimer. Parce qu'on se prend quand même des claques tous les jours. C'est clair. Si on n'a pas un minimum de... Ouais, je pense qu'il faut s'aimer. C'est important d'ailleurs. C'est Ouais. important de s'aimer. Donc moi, j'ai semé justement sur du long terme et j'attendais pas des retours sur investissement immédiatement. Puisque la preuve, c'est que je les ai commencé à en avoir au bout de 3 à 4 ans. J'ai commencé à en avoir bizarrement quand il est parti. Donc je pense qu'il aurait attendu un petit peu plus. Je pense qu'il aurait récolté. Bah oui, mais ça, il y en a plein des histoires comme ça. Effectivement, je pense que la patience, c'est quand même une vertu, Ouais. une qualité que l'entrepreneur doit avoir. Mais ça, c'est peut-être l'effet un peu aussi réseaux sociaux, Instagram, Bitcoin et compagnie. Ouais, bon, après, c'est la Les gens veulent génération investir, ils veulent tout de plus suite instantanée, quoi. récupérer. Ouais.
En termes de manager, Ouais. parce que bon, un entrepreneur, c'est un entrepreneur. Maintenant, tu as combien d'employés? Moi, j'ai une 60aine d'employés. Voilà, donc 60 employés, ça fait quand même pas mal. Ouais, j'étais jusqu'à 100, j'étais un peu plus, hein, j'étais jusqu'à 140, je crois. Ouais, 140, voilà, 145. donc c'est quand même un staff, hein, c'est pas rien. Quel type de manager t'es? C'est quoi ton type de management? Je suis quelqu'un en fait qui aime. Alors, je pense que déjà il y a des règles du management de base. Ah, c'est lesquels pour toi? Ben, par exemple, les fameuses phrases qu'on dit, dire à un manager, être un bon général, si tu demandes à ton soldat de prendre la colline et qu'il se retourne et que tu es derrière, ça va. Donc la fameuse phrase, fais ce qu'on dit parce que je fais, c'est pas possible. Pour être un bon manager, je pense qu'il faut savoir se retrousser les manches, il faut savoir montrer l'exemple, montrer qu'on est capable de le faire, c'est ce qui assure d'abord, son autorité, mais aussi sa compétence, parce que sinon on n'est pas un bon manager, donc il faut montrer Après, déjà qu'on est. ça là-dessus, il y a deux écoles. Hein. Ouais, mais enfin, moi, je partage ton avis, mais il y a deux écoles quand même. Alors, moi, c'est ma façon de faire. Ouais. Si tu ne montres pas que tu es capable de faire, c'est important. D'ailleurs, ça permet aussi parfois aussi d'apprivoiser la tâche à réaliser. C'est que si on veut être un bon manager, il faut savoir aussi quelles sont les tâches à faire et quelle est la vision qu'on a à transmettre au quotidien. Et ça, parfois, pour pouvoir avoir une appréciation notamment du temps de travail que chaque tâche prend pour être faite, je pense qu'il faut savoir le faire en fait. Voilà, ça fait partie des choses. Donc, ça, c'est des règles de base que moi j'influe. Pour moi, c'est non négociable. On peut pas. Il y a un minimum à respecter. Ces tâches-là en font partie. Après, chacun a le droit d'avoir, une fois que les règles et le cadre est défini, j'aime bien que les gens trouvent leur rythme à eux et leur façon de faire à eux. Moi, pour ma part, je suis quelqu'un de très incisif. Ok. Voilà, de très incisif. Je suis quelqu'un je suis là pour insuffler des carrières, pour insuffler des tempéraments, pour pouvoir faire en sorte que des leaders émergent de ça. Et pour moi, la meilleure façon de faire émerger des leaders, c'est d'être incisif avec ces personnes-là. C'est une façon de jouer avec leur esprit. C'est une question de les confronter un peu sur leurs choix, les décisions, le pourquoi ils ont fait comme ci, le pourquoi ils ont fait comme ça. Et quand il y a une erreur qui est faite, c'est pas de leur dire ah bah écoute peut-être la prochaine fois tu feras autrement. Non, parce que s'il y a une erreur qui a été faite, c'est qu'il y a eu un impact économique, c'est quelque part mon concurrent a récupéré de cette erreur-là, etc., etc. C'est-à-dire qu'il faut aussi faire comprendre à la personne que les erreurs, oui, c'est bien d'en faire, mais il faut vite apprendre et qu'aujourd'hui on est dans un monde où le nombre d'erreurs il est quand même limité. On peut pas se permettre des erreurs tous les jours, toutes les heures et répéter les erreurs à foison et à outrance, c'est pas possible. Parce qu'il y a aussi le marché, il y a l'économie à côté où les concurrents nous attendent et les erreurs que nous commettons, en tout cas dans mon secteur d'activité, sont récupérées clairement par les concurrents immédiatement. Immédiatement, ouais. Dans tous mes commerces. Ça se paye direct, ça se paye cash. Moi, je suis dans des rues où il y a 5, 6, 7, 8 sushis qui sont déjà là. Tu commets une erreur, tu oublies une petite sauce sucrée-salée, qui d'ailleurs est gratuite à la base, puisqu'on les fournit gracieusement. Même le gingembre, le wasabi, tout ça c'est gratuit. Ce qu'on appelle des condiments, c'est fourni gracieusement. Mais parfois, les gens nous en veulent pour ça, alors que c'est gratuit, ils ne le payent même pas. Et pour des erreurs commises, on n'est même pas jugé sur la qualité du produit fait, mais simplement sur cet oubli-là. Donc en fait, le plus difficile, c'est de réaliser les sushis, qui sont faits par les sushiman, qui ne parlent parfois même pas la langue française, qui eux se sont tués à déchiffrer des tickets qui ne sont pas leur langue, pour au final que le dernier maillon de la chaîne, c'est-à-dire celui qui emballe la commande, oublie un condiment qui est gratuit, et on sera jugé sur ça, sur Google, sur les réseaux sociaux, et au final on peut perdre un client. Quelle est la plus belle leçon que tu as appris grâce à l'entrepreneuriat, grâce au management, grâce à tes diverses expériences où tu as été leader, où tu as été manager, où tu as été entrepreneur? Il y en a peut-être plusieurs. Mais... Ouais, je te dirais l'humilité et la patience. L'humilité et la patience. Parce qu'à partir du moment où tu deviens entrepreneur et que ton business dépend donc d'employés, donc de salariés, les choses ne seront jamais faites comme toi tu le veux. Ben évidemment. Et au début, ça te fait un peu stresser et criser. Et puis avec le temps, tu apprends à lâcher prise justement, parce que tu réalises que les choses ne seront jamais faites, sauf si toi tu décides de le faire, mais ne seront jamais faites comme toi tu veux qu'elles soient faites. Et donc, soit on se fout un peu sa santé en l'air
en développant des ulcères et autres, et en se prenant la tête et en s'arrachant les cheveux, soit on décide de brosser un peu le poil dans... D'accepter l'imperfection, Ouais, ou peut-être... mais de se focaliser sur le fait d'avancer, quoi. Ouais. C'est peut-être pas l'imperfection. Alors, au début, on voyait ça comme l'imperfection. Moi, avec le temps, je vois ça simplement comme quelque chose de différent. Et puis après, je me suis posé une question. Est-ce que je fais tout ça pour moi? Ou est-ce que je fais aussi ça pour laisser un héritage, finalement? C'est-à-dire que Et peut-être alors qu'un jour, ma boîte sera peut-être Tu un fais ça jour pourquoi, rachetée. J'ai plus envie de faire les choses pour moi. D'accord. Et ça, c'est intéressant parce que quand on est tout seul, puisqu'aujourd'hui, donc, je suis tout seul à la tête de Sushiria, je manage tout seul, finalement, on trouve ses associés en chacun de ses employés. Et donc, Ouais. si on veut pas non plus qu'il nous claque entre les doigts tous les matins et qu'on se retrouve avec Pierre qui vient pas parce qu'il est déprimé ou il est malade, il est ceci et cela, eh bien on doit apprendre à déléguer d'une certaine façon et à valoriser la parole de l'autre et l'action de l'autre. Ok. Très bien. Aujourd'hui, ce que font mes employés, même si je ne suis pas toujours en phase avec, je dois apprendre à accepter. Ouais, non, mais c'est une vraie leçon de vie, ça. Hein. Ouais. Et alors, ok, et au niveau des échecs, est-ce que tu as eu des échecs dans ton expérience, pareil, de leader, de manager, d'entrepreneur, mais des échecs qui t'ont construit, quoi, tu vois, enfin... Alors, ouais, j'ai eu des échecs, ça c'est clair. Enfin, t'es pas obligé de parler de tes échecs, mais qu'est-ce J'ai- que ça t'a appris, qu'est-ce que ça t'a... Mais juste, alors c'est lié justement avec ce que j'ai dit avant, parce qu'il y a des échecs qui ont été faits. Enfin, il faut savoir que les échecs sont souvent liés à l'humain. Alors, en tout cas, moi, pour ma part, c'est comme ça que ça s'est fait. C'était souvent des Et personnes. pas des choix que t'as fait? T'as pas fait d'échecs par rapport à tes choix? Non, 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 pas par rapport à des choix. D'accord. Pas par rapport à des choix, par rapport à l'humain, à la façon de considérer l'autre et l'humain. Et finalement, je me suis rendu compte que l'humain, les personnes de qui on s'entourait pouvaient te mettre des bâtons dans les roues à un moment donné et justement bloquer ton processus de développement. Donc Ouais. c'est surtout moi sur l'humain que j'ai vraiment beaucoup appris. C'est vraiment la Donc le rencontre RH, avec quoi. l'autre, le RH, ouais, Le exactement. RH, quoi. Ouais, c'est hyper important. Je pense aujourd'hui, en tout cas, si on décide de quitter le statut d'indépendant et de recruter, et encore une fois, d'avoir des salariés, de bâtir des entreprises qui se posent et qui sont bâties donc avec le savoir de l'autre, je pense que c'est compliqué. Et puis moi, je te rappelle que je ne suis pas sushiman aussi, donc ça veut dire que mes sushimans sont libres de faire ce qu'ils veulent avec les plats, de mettre les recettes qu'ils veulent, de traficoter tout ce que je leur envoie. Si à un moment donné, il faut que j'apprenne à leur faire confiance, mais pour m'assurer qu'ils ne le fassent pas, je dois fédérer et être présent. Donc la carte évidemment sympathie, être apprécié, être un patron sympa aussi, savoir faire des plaisirs. Ouais, bien sûr. Voilà, l'humain. L'humain. Définitivement Ouais, l'humain. la motivation, tout ça. Exactement. Et alors, tu parlais de recrutement, justement. Est-ce que tu as des prévisions de recrutement? Parce que bon, Ouais. le recrutement dans la restauration, on sait, hein, c'est C'est un des perpétuel. postes les plus complexes, surtout après le Covid. Ouais. On est continuellement en recrutement. Et alors, quelles sont pour toi les meilleures sources de recrutement? Bon, ma compagnie reste à un niveau très faible. Enfin, je veux dire, on n'a pas les moyens de grosses sociétés. Donc, j'ai toujours voulu faire appel à des sociétés de recrutement. Bon, pour moi, c'est un peu compliqué en termes de coûts. Donc, on passe sur nous, on travaille avec ce qui existe, les Indeed notamment, beaucoup Indeed. Ou alors, on travaille aussi beaucoup avec des étudiants. Donc, on a un réseau qui s'appelle student.be, qui tous les étudiants qui cherchent un job se mettent là. C'est d'ailleurs très bien fait. Et évidemment Indeed. Donc on recrute, donc on a toujours des annonces, on a je crois une dizaine d'annonces qui tournent perpétuellement sur le web. Et ça t'apporte de la candidature. Ça apporte de la candidature. Donc, pas toujours la bonne candidature, mais ça apporte de la candidature. Après il y a un tri à faire. Évidemment. Et qui fait le tri, c'est toi? Oui. Ouais. Oui. Ouais. Donc ça doit te prendre un temps fou, quoi. Ça me prend un temps fou. Donc j'ai une adresse mail qui c'était avant Sushiria Job, maintenant c'est devenu Talent. Je trouvais qu'on a changé les mots. Talent.sushiria. Et oui, ça fait partie des talents. Je trouvais que du vocabulaire à la mode, bien sûr. Talent.sushiria, elle a été faite il y a même pas, je te dis ça, il y a même pas 5 jours. Donc tu vois, c'est vraiment tout nouveau. Et effectivement, je prends sur mon téléphone, c'est ça le fameux travail qu'on fait perpétuellement à la maison. Voilà. Donc, quand tu as un peu de temps, tu tries du CV. Je prends, je me dis, je trie 15-20 annonces. Okay. Bon, après, c'est vite fait, hein, honnêtement. Hein.
Parce que entre les annonces que je trie et les personnes que je décide d'appeler, Donc c'est toi qui appelles les candidats, c'est toi qui rencontres les candidats. J'appelle. Ah ouais. Ouais. Ah ouais. Ouais, donc ça te prend un temps fou, quoi. Ça me prend un temps fou, mais honnêtement, j'ai appris avec le temps. Enfin, pour moi, il y a. Et t'as pas délégué justement ça à quelqu'un de chez toi En fait, j'avais délégué à une personne qui était là et qui, du coup, avec le Covid, on a dû faire des restrictions au niveau du personnel. Elle aussi, elle a envie d'aller vers autre chose. Elle travaille maintenant pour Manpower. On va parler de tes projets après tout à l'heure, mais effectivement, je pense que j'imagine que la franchise doit faire partie de tes projets, quoi. La franchise, le développement de marque aussi. D'autres marques sucrières? J'en ai une autre qui s'appelle Okipana, justement. Alors, ce qu'on appelle, grâce aux agrégats, les plateformes. Une Dark Kitchen. Dark Kitchen, ouais. D'accord. Et donc, on en a encore 2 sur le feu. J'aimerais. Ah ouais, super. Ouais. Génial. Et c'est en ça que d'ailleurs, Sushiria, si tu me permets, c'est en ça que c'est le lien avec tous les autres. On avait dit qu'on pitchait qu'au début. Hein. Ah, non, vas-y, je te régale. Non, mais c'est comme c'est une carte qui est très élargie et notamment dedans, il y a les tacos, il y a aussi les ceviches, il y a aussi les pokéballs. Donc ça nous permet en fait de sortir des plats qui appartiennent à la carte Sushiria pour la sortir, la décliner en plus de versions, décliner le plat en plus de saveurs, plus de protéines. Et donc de lui donner un nom à part, à savoir, par exemple, là, on a décliné les Pokéballs, mais on a fait aussi les Shirapoke, qui était ce mix-là entre les Poké et les Shirashi. Et donc, parce que bon, après les Pokéballs, on en a 5, et après on tourne un peu autour. Et ça existe en France, ça. Enfin, il y a un équivalent en France de tous ces plats, parce que bon, moi, je suis pas un sûr. expert de tout ça, mais. Mais j'envisage de m'installer en France, peut-être que tu te diras à ce moment-là, on en a en France. Pour revenir sur le recrutement, justement, est-ce que tu as un. Si tu avais un message à passer aux candidats. Ouais. Parce que bon, tu reçois beaucoup de candidats, donc j'imagine qu'il y a des gens qui postulent et qui n'ont rien à voir avec le poste, ou qui n'ont peut-être même pas lu l'annonce. Si tu avais un message à passer aux candidats pour que leur recherche d'emploi soit plus efficace, ce serait quoi? Déjà de lire l'annonce. Ce serait sympa. De lire l'annonce, ouais. De lire l'annonce et de pas s'auto-évaluer. Pas se sous-estimer non plus, mais de ne pas se surestimer non plus. Pas se surestimer. D'où l'importance de lire correctement l'annonce et de ne pas mentir sur les CV. C'est important, parce que moi je me retrouve souvent avec des CV... qui n'ont rien à voir. C'est pas qu'il n'y a rien à voir, c'est que le candidat sur le terrain, il n'a pas... Alors c'est marrant parce qu'on retrouve une lettre de motivation, les fameuses lettres de motivation, on les lit, on voit que c'est un peu partout. Tu lis les lettres de motivation? Ouais, j'aime bien. Ouais. J'aime bien parce que ça me permet de rappeler quand ça se passe pas toujours bien. Tu leur ressors la lettre? Exactement. De dire, tu n'avais pas dit que tu étais motivé, déterminé, capable de faire tous les machins et ceci et cela. Et je trouve qu'on est un peu dans un travail à la chaîne. Le candidat, il n'arrive pas à évaluer correctement sa position au sein de la société la société dans laquelle on vit, le monde dans lequel on vit. Je comprends qu'il faille vivre, je comprends qu'il faille gagner de l'argent, mais il faut aussi se rappeler que on fait quand même un métier au quotidien. C'est-à-dire qu'on passe plus de temps au travail que parfois dans sa vie. Et si c'est pour subir un travail pour lequel on n'est pas fait, je pense que ça peut rendre les choses très compliquées. Ouais, mais comme tu disais tout à l'heure, c'est peut-être des gens... Alors, bon, voie de garage, c'est peut-être excessif, mais t'as peut-être des gens qui se disent, j'ai pas le choix, c'est le seul métier que je peux faire, quoi. Okay. J'ai pas de diplôme, j'ai pas de truc. Mais en fait, ils savent pas quelles sont les règles du jeu, quoi. Les règles du jeu. Bon, moi, encore une fois, dans mon domaine à moi, il n'y a pas besoin d'être surdiplômé pour pouvoir le faire. Mais c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je peux comprendre que les gens aient besoin de gagner de leur vie. Mais alors, il faut que ce soit une réelle motivation en soi. C'est-à-dire que ma motivation, c'est je dois gagner ma vie. Donc, il y a quelqu'un qui me donne l'opportunité de gagner ma vie, de pouvoir donc je dois jouer le jeu. Manger, je dois jouer le jeu, et je dois déjà être reconnaissant de ça. Peu importe le temps que ça dure, 6 mois, 1 an, 2 ans, peu importe, mais au moins être reconnaissant de ça. Pas arriver en disant je suis conscient que je dois gagner ma vie, j'ai déjà pas forcément les diplômes qu'il faut, j'ai pas trouvé ailleurs, machin, je viens et je vais pas jouer le jeu. Voilà, parce que alors, du coup, effectivement, la relation est faussée d'emblée en fait. D'accord, évidemment. On ne juge pas les gens sur les raisons qui les amènent à exercer tel ou tel métier ou à faire tel ou tel travail. Mais par contre, sur l'effort qu'ils font, sur l'investissement qu'ils mettent. Exactement. Ouais. Parce qu'ils occupent parce que personne leur a demandé de postuler chez toi. Exactement. Personne leur a demandé de postuler, personne leur a demandé de venir. Mais à partir du moment où ils postulent, il faut qu'ils rentrent dans le jeu, quoi. Exactement. Ouais. Voilà. Et aussi parce qu'ils occupent une place qui aurait pu être... D'où le fait de lire l'annonce pour vraiment postuler parce qu'ils ont envie. D'abord, je pense que le simple fait de postuler, il doit y avoir déjà une envie derrière. Ouais. Mais est-ce que c'est pas facile de postuler aujourd'hui?
Oui, oui, c'est facile. Mais bon, encore une fois, qui les force à Oui, qu'il est rentrer. force, bien sûr. Je pense qu'il y a une réalité de la vie. Aujourd'hui, la réalité de la vie, c'est qu'on doit se lever et travailler. Ouais, bien sûr, évidemment. Ok, parlons un peu hobbies et soft skills. Voilà, les soft skills, Soft skill. c'est les compétences que tu as développées tout au long de ta carrière. Ok. Donc, au niveau des hobbies, déjà, est-ce que tu as un hobby? Est-ce que tu as un loisir qui prend le dessus sur les autres? Passion? Passion, alors, cinéma, j'aime Ouais. énormément. Ouais. Et en plus, c'est très enrichissant pour moi. Je me développe beaucoup à travers le cinéma. Mais aussi tout ce qui est sport de vitesse. Sport de vitesse et automobile. J'aime beaucoup. J'aime Donc, bien. cinéma, sport de vitesse, tu iras voir, j'imagine, le nouveau Top Gun. Ouais, Top Gun, bien sûr. J'irai voir Top Gun 2. Je l'attends avec impatience. Le 1, à mon avis, tu dois le connaître par cœur. Par cœur, 412 fois. C'est pas une blague en plus. Oui, je sais. Moi, je l'ai bien vu C'est bien pour 412 ça que je le dis. fois. J'attendais impatiemment le 2. Ouais, d'accord. Donc, ok, le cinéma et la voiture, la vitesse. J'aime Ok. beaucoup. Tu fais quoi? Tu fais du circuit? Je fais un peu de kart, j'adore faire tout ce qui est un peu karting. Je fais aussi, dernièrement, j'ai fait les trucs de vitesse là, sur les voitures qu'on amène sur les circuits. J'ai fait C'est ça quoi, au les Formule 1? Portugal. Non, c'était un ami qui avait une Porsche Une Porsche? Ah qui est ouais. venu pousser. Ah, sur un circuit, t'es parti Ouais, sur on un est parti circuit. sur le circuit, on a poussé sa Ah ouais? Porsche Et alors? et il m'a laissé Sensation de m'éclater. fou? C'est incroyable, ouais, c'est incroyable. Franchement, c'est sensation de fou, ouais, Ouais. vraiment. Ah bah, sympa, ça. Euh, Et justement, est-ce que tes hobbies, t'aident, t'accompagnent dans ton quotidien d'entrepreneur? Je peux pas dire que ça m'accompagne particulièrement, même si c'est toujours sympa d'avoir une anecdote à raconter. Je pense que ça donne un peu de poids, justement, faire des choses à côté, ça donne un peu de poids à qui tu es au sein du travail. Ouais, ouais. Ça te développe, quoi. Ça te développe, ça te développe. Ouais. Mais je sais pas si, je pense juste que c'est bon simplement de changer, De déconnecter. de déconnecter, parce qu'il faut aussi, évidemment. en tant que patron, responsable, manager, on doit aussi garder une certaine image auprès de ses employés et péter des plombs, Ouais. perdre patience C'est rapidement. Je pense pas que ce sont des valeurs. Ça qui permet sont, de sortir un petit ouais, peu du. ça permet de Ouais. prendre la distance un peu. Ok, d'accord, ok. Et alors, et au niveau de tes compétences, qu'est-ce que t'as, toi, ok, bon bah, essaye de te souvenir du jeune homme que t'étais quand t'as commencé, et aujourd'hui, quelles sont les soft skills que t'as développées, quelles sont les compétences que t'as développées, alors professionnelles ou des compétences humaines que t'as développées. En humain, je l'ai déjà dit, je pense que vraiment tout ce qui a un peu patience, empathie, Ouais. persévérance aussi. Professionnel, bah écoute, j'ai appris à toucher à tout, puisque je touche, étant donné que je suis à la tête d'une petite entreprise, j'ai dû me mettre tant à la comptabilité qu'à la finance, qu'au marketing, qu'au service achat, recrutement RH. Multitâche. Multitâche. J'ai dû vraiment tout développer. Donc, mais c'est ça qu'il faut aussi, par contre, le côté passionnant de ce que je fais. Bah oui, évidemment. C'est que je suis appelé à discuter avec différents interlocuteurs et de domaines totalement différents, à mettre en place des partenariats, par exemple, en partenariat avec Coca-Cola, par exemple. Alors qu'on n'a que 4 points de vente, mais ils nous sponsorisent à bien des niveaux. Tout ce qui est marketing aujourd'hui, service achat, on ne peut plus travailler avec la Chine, donc on est obligé de se retourner vers d'autres pays, donc je travaille à l'international aussi. Quand il y a eu des pénuries de thon, on a dû acheter le thon en Espagne, donc il a fallu aller le chercher, aller le trouver, ce thon en Espagne, qui venait du nord de Ouais, donc l'Espagne. tout ça, c'est des skills que tu Exactement, ouais. Mais le skill principal, je pense qu'il faut jamais s'arrêter et toujours chercher. Ouais, toujours chercher. Toujours Ouais. chercher. Toujours chercher. Toujours être en chasse. Quoi. Toujours. Ouais. Vraiment Ouais. toujours. Bah, c'est sûr que c'est je pense que c'est un entrepreneur qui s'arrête effectivement de chercher, comme tu dis, c'est intéressant. Ouais, en fait, je pense qu'il rentre dans sa zone de confort. Exactement, ouais. Et là, il est en difficulté. Mais ce qui me permet aussi de chercher, c'est vraiment de discuter aussi souvent, parce que je discute avec, parce que du coup, comme je travaille avec une vingtaine de fournisseurs, même un peu plus, je suis parfois très ami avec les patrons de ces boîtes-là, qui sont des boîtes. Oui, tu développes des amitiés, bien plus grandes du que relationnel, les quoi. Ouais. Voilà, et ça me permet aussi d'avoir leur vision, on m'apporte aussi des informations, on va aussi à la pêche aux infos de ce qui va se passer.
Ouais. sur les 3, 4, 5 prochains mois. Et je pense qu'il faut Évidemment, se mettre évidemment. Je pense que en réactivité. enfin, moi en tout cas, je ne vois pas ce métier d'entrepreneur, de manager sans le relationnel. Et je pense qu'il faut être ouvert aux autres. Si Exactement. t'es pas ouvert aux autres, tu te fermes des portes. Et si tu te fermes des portes, bah, tu passes à côté d'opportunités, quoi. Exactement. Au niveau du sport, alors, quand tu étais jeune, tu faisais Ouais. plein de sports. Du coup, Tu faisais quoi? Du tennis, du judo? je faisais du tennis. J'ai été classé 15-3. Judo. J'ai été champion minime des Hauts-de-Seine Ouais. pendant 2 années consécutives. Après, par la suite, je suis rentré dans d'autres sports que j'ai fait moins longtemps, mais à chaque fois 1 an. J'ai fait un peu de boxe thaï, Ouais. j'ai fait un peu de jiu-jitsu, j'ai fait un peu de, voilà, de trucs comme ça. Mais ouais, jeune, j'ai fait plus de sport. Ouais. Ouais. Et alors justement, mais bah, c'est pas grave, après, c'est vrai qu'on a... J'ai perdu un peu entre temps. Et justement, est-ce que tu as gardé cet esprit de compétition? Parce que le tennis, c'est très compète. Tu as fait Ouais. de la compète. Si tu es classé, c'est que tu as fait de Ouais. la compète. Le judo, bah, tu es obligé à un moment donné, enfin, c'est du combat. Est-ce que tu as gardé cet esprit de compétition? Ouais. Est-ce que ça t'a formé? Ça t'a forgé? Je suis très compétition. Ouais. Beaucoup plus que je ne veux parfois me l'avouer. Ah ouais. Ouais. Tu as l'esprit de compète Ouais, j'ai un esprit de compète développé, hyper énorme. développé. Ouais, très aiguisé. J'ai la D'accord. rage, parfois j'ai les nerfs. Et alors, c'est-à-dire quoi? T'aimes pas perdre? Non, c'est pas que j'aime pas T'acceptes perdre. de perdre? Non, parce qu'il n'y a pas vraiment de victoire ou de défaite. Mais par exemple, quand je vais voir que un concurrent va ouvrir un point de vente de plus, ou va développer un produit, ou va développer ceci. Ça te pique. Ah, ça... J'ai les poils qui s'irrissent comme ça. Ah ouais, je me d'accord. dis, pas sang, c'est pas possible. Du coup, je me dis, il me laisse pas de répit. Donc, je dois aller. Et c'est ça qui te pousse à Ouais. chercher, à être toujours Exactement, vraiment. aux Et ça me l'a fait, aguets. il y a vraiment 4 jours, j'ai vu sur Instagram un de mes concurrents qui a développé un partenariat avec un chef réputé, sur la création d'un bowl. Ah Et non, là- j'étais mal. J'étais pas bien. Oui, mais d'accord, alors, ok. Ok, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, ça te pousse, ça te motive ou ça t'énerve? Un peu des deux. D'abord énervé. D'abord, Puis, t'énerves ouais, et d'abord on après. s'énerve. D'abord on râle un bon coup, on pète un plomb. Et après on se dit, bon, qu'est-ce que je vais faire pour parer à ça? Et là D'accord. on va essayer de trouver la solution. Ok. Bon, parce que après l'énervement, mais c'est pas l'énervement du pédale Oui, de oui, plomb, non, hein. mais oui, C'est c'est l'énervement prolifique. la frustration, quoi, un peu, là. Ouais, Ouais, bah, mais- ils ont eu l'idée. Oui, c'est ça. Ils ont eu l'idée, il leur a donné leur accord. D'accord, ok. Parfois, voilà, c'est un peu chacun et sa chance aussi, parce que le facteur chance, je pense qu'il est aussi très présent dans pas mal de choses, mais voilà. D'accord, ok. On essaie Super. d'être bons joueurs. On essaye. Oui, de toute façon, après, je pense que, enfin, moi personnellement, hein, j'estime que faut apprendre à perdre parce qu'on peut pas gagner tous les combats. Ouais. Que quand tu es dans l'entrepreneuriat, t'as quand même pas mal de petits combats qui arrivent au quotidien et tu les gagnes pas tous. Et je pense qu'il faut savoir perdre parce qu'au final, c'est comme ça aussi qu'on apprend. Hyper important. C'est-à-dire que quand on gagne tout le temps, Ouais. on sait pas qu'on apprend. Ouais. On gagne, super, on continue, on avance. Le jour où tu perds, tu dis, c'est quoi là? Qu'est-ce qui se passe? Et c'est vrai. là où tu apprends en fait. Non, c'est vrai. C'est vrai. Pourquoi j'ai pas perdre. fait comme ça? Pourquoi lui il a fait avec ce chef? Pourquoi il a pas fait avec moi? Qu'est-ce que j'aurais pu faire pour qu'il fasse avec moi? Et là, tu te poses un maximum de questions qui te motivent au final à Ouais. te bouger et à proposer autre chose. Quoi. Et de l'avant, ouais. Ouais, C'est important. bien sûr, Savoir perdre, c'est important. ça fait partie du jeu. Ouais. Même si la notion de victoire, parce qu'au final, la seule victoire, je pense que quand on travaille pour soi-même, la seule victoire, en fait, c'est finalement, je pense qu'un jour, on s'arrêtera, on regardera un peu en arrière, on verra ce qui a été accompli, ce qui a été fait. Moi, parfois, j'arrive pas à palper, à jauger ce qui est fait au quotidien. Ouais, bien sûr, évidemment. J'ai pas assez de recul. Très Les difficile. gens, ils me disent, mais quand même, pour ce que tu as fait, tu dois le mérite. J'arrive pas à trouver ce mérite-là. Parce que t'es trop dedans. Je vois pas. Ouais, c'est sûr. Je vois pas mais peut-être un jour je le verrai, mais pas pour le moment. Et tu te fais aider, t'as un coach par exemple, ou quelqu'un qui vient et qui va peut-être te sortir un petit peu à la tête de l'eau et te dire, tiens, regarde ce que t'as fait, regarde ce que tu peux faire, et je vais te montrer comment on peut le faire. J'ai pas un coach, non. J'ai fait un peu de thérapie de temps en temps. J'avais quelqu'un avec qui je faisais un peu de séance thérapie parce que j'étais arrivé à un point où, notamment pendant le Covid, où il a fallu serrer les vannes
ce Covid, je te dis, a été vraiment très formateur pour moi. C'était le moment où c'était pas possible de se payer, donc il fallait faire des choix, il fallait fermer des boutiques, il y avait beaucoup de choses en attente, on savait pas ce qui allait se passer, les factures continuaient à tomber, les arriérés arrivaient, et donc j'avais arrêté de me payer et je l'ai fait pendant plus de 2 ans. Pendant le Covid. Ouais, pendant plus de 2 ans Ah le ouais. Covid et ça a continué encore il n'y a pas très longtemps. Et c'est une thérapeute. Donc, j'ai pas fait beaucoup de séances, hein, j'en ai fait, je crois, 5, 5, 6, qui travaille l'hypnose, justement, et qui m'avait mis le doigt sur le fait que se payer et s'estimer et se donner une valeur à travers le montant que l'on percevait, c'était se donner, c'était s'estimer, en fait, c'était s'estimer soi-même et se valoriser soi-même, en fait, justement. Ouais. Et je m'étais rendu compte Intéressant, qu'effectivement, je me payais pas, j'étais pas capable de dire combien je devais prendre, et en fait, c'est comme si je m'en voulais de ce qui s'était passé pendant le Covid. Alors que tu y étais pour rien. J'étais pour rien. J'étais pour rien, mais Mais tu as dû fermer des points de vente, tu as dû licencier des gens, et donc tout ça, tu l'as pris un peu pour toi, quoi. je l'ai pris énormément pour moi, mais il y avait des gens qui arrivaient à ouvrir quand même, hein. Moi, j'ai aussi réussi à ouvrir. Il y a des gens qui avaient juste 3 ou 4 mois d'avance sur moi, qui avaient anticipé l'histoire, qui avaient déjà, par exemple, c'est comme la période où on avait le droit de mettre les terrasses à l'extérieur. Il y avait des gens, au 1er avril, bam, la terrasse a été pondue, alors que moi, je débarquais au 1er juin avec 2 mois de retard, juste commencer à faire la terrasse. Elle était finalement ouverte que le 15 juin. Il y a des gens qui sont extrêmement organisés, peut-être parce qu'ils travaillent en équipe. Et alors justement, est-ce que le coaching, c'est pas quelque chose qui peut t'aider ? Le coaching, il va t'aider à mettre en lumière ce qui doit être fait. Ouais. Mais il fera jamais en sorte que tu te bouges. Ah bah d'accord, évidemment. Donc je sais ce qui doit être fait. C'est juste que parfois, Il faut que tu te poses. Il y a trop de choses à faire. Eh oui, parce que tu délègues pas assez. Ouais. Ouais. Et c'est par rapport à ce que tu disais, par rapport aux concurrents justement, il faut aussi savoir faire la part des choses dans les messages qui sont envoyés. Parce qu'à un moment, ton esprit il est saturé. Tu penses au concurrent qui t'a doublé, qui a fait ceci, qui a fait cela, au truc, parce qu'il y a aussi les tâches courantes du quotidien, les tâches qui doivent être vraiment réalisées. Hein. Je veux dire, en dehors du fait de créer une nouvelle carte, il faut quand même envoyer le riz, le poisson, les machins, les fournisseurs, les tâches quotidiennes qui doivent être faites, qui sont des impondérables de notre quotidien. Et à un moment donné, quand tu te laisses un peu submerger par tout ça, entre les concurrents, les réseaux sociaux, la communication, le marketing, les impondérables du quotidien, et à un moment donné, tu penses que tu perds vite le nord. Ok, c'est hyper intéressant. Tu peux te perdre. Ouais, tu peux te perdre, de toute façon, c'est évident. Hein. Donc, moi, je pense pas que je me perds, mais je pense que je prends du temps pour faire les choses. Parfois, je suis un peu plus long. Ouais, bien sûr, mais après, chacun a son rythme hein, aussi. D'accord. Hein. Ouais. Et c'est sûr que des fois, on peut être frustré de voir les autres avancer, mais l'essentiel, c'est d'avancer aussi. Bah là, actuellement, par exemple, on avait droit encore aux terrasses, ces fameuses terrasses. Je ne dors pas la nuit, je vois des terrasses partout. Ces terrasses, on avait droit depuis le 1er avril. Ce jour, elle n'est toujours pas montée. Ah. Et j'espère le faire la semaine prochaine. J'ai déjà 1 mois et demi, presque 2 mois de retard encore. Bon. Alors, parler de coaching. Ouais. Si tu dois donner des conseils à des jeunes ou à des moins jeunes qui souhaitent entreprendre, qui souhaitent se lancer, qui ont peut-être peur, qui se posent des questions, quels sont les conseils que tu peux leur donner pour entreprendre, pour créer leur boîte, pour être leur propre patron? Bon, déjà, toute personne qui veut entreprendre pour elle-même, je la félicite et je l'encourage. Ça, c'est quelque chose de très bien. Néanmoins, je rappelle toujours, parce que moi je travaille avec beaucoup de jeunes, hein, parce que j'ai beaucoup de students, des gens qui pensent toujours que le monde va leur appartenir. Tout le monde n'est pas fait pour entreprendre. Donc je pense que c'est important d'en parler déjà avec des personnes. Il peut y avoir des erreurs de casting déjà. Ouais, déjà c'est important d'en parler avec des gens autour de soi. Ses parents, je sais pas, sa famille, des amis, plein de gens, parce que c'est quand même un long chemin de solitude. Et tout le monde n'est pas capable de faire ce chemin de solitude. C'est quand même, entreprendre, c'est quand même être souvent seul. Il n'y a personne qui est là pour vous dire que ce que vous faites, c'est bien. Donc il faut aussi en être conscient. Il faut accepter la solitude. Voilà. Il faut aussi accepter de perdre, justement, par rapport à tout ce qu'on s'est dit avant. C'est-à-dire accepter que le projet qu'on va faire ne va pas forcément aboutir et que les gens n'ont pas... Ça ne veut pas dire que c'est pas bien. Ça veut dire que les gens ne vont pas être réceptifs. C'est intéressant ce que tu dis, parce que même, je pense que même pour aller plus loin dans ce que tu dis, je pense qu'il y a des gens
qui abandonnent parce que leur projet n'aboutit pas comme eux l'avaient imaginé, Exactement. alors qu'il peut aboutir à quelque Ça peut chose. aboutir à quelque chose, mais pas comme ils l'ont pensé. Exactement. Ouais. Il y a une différence entre ce qu'on a pensé et comment ce sera fait. Ça, c'est important aussi. Ouais. Mais ça, c'est valable dans beaucoup de choses. Hein. Donc, je pense que c'est vraiment important d'en parler. Voilà, c'est pas un Eldorado, être entrepreneur, c'est pas l'Eldorado du tout. Il y a énormément de charges. On est le dernier payé aussi, c'est important de le dire. Hein. Quand on a un projet, d'abord on paye les fournisseurs, on paye d'abord les fournisseurs parce que sinon après il n'y a plus de réassort. Ensuite il faut payer aussi les employés, c'est important, sinon alors là on a une mauvaise réputation et plus personne ne veut bosser pour vous. Évidemment. Et ensuite vous êtes le dernier maillon de la chaîne, hein. Finalement vous êtes le Oui, premier levé, le dernier couché, le dernier payé, enfin vous êtes finalement un peu, quand il y a quelqu'un qui fait mal un travail, moi je sais que personnellement l'hygiène est importante dans mes shops. Ça m'est arrivé combien de fois de devoir aller retrousser les manches, prendre le seau, le balai, aller dans les toilettes, nettoyer. Alors qu'à la base, moi, je suis quand même CEO, je suis quand même entrepreneur, je suis patron de 60 salariés. Et tu te dis, bon sang, je paye 60 personnes, il n'y en a aucun qui est capable de faire ça, c'est incroyable ça. Donc il faut aussi, voilà, c'est important de jauger le pourquoi on veut être entrepreneur. C'est pas une voie de garage. Ouais. Non, c'est pas une voie de garage. Et tout c'est n'est pas la pas promesse rose. à la richesse. Voilà, tout n'est pas rose. Non. C'est pas tout de suite bankable. Je vais gagner beaucoup d'argent. C'est beaucoup de travail. Exactement. Et ça, il faut en avoir beaucoup conscience. de travail et C'est c'est ça. beaucoup de patience dans le temps. Tous les projets n'aboutissent pas en 2 temps, 3 minutes. C'est important de le savoir parce que j'ai l'impression que les gens sont pressés. Sont pressés. Moi, j'ai déjà des étudiants qui m'ont dit à moi, si j'étais à ta place, j'aurais fait les choses autrement et mieux que toi, peut-être. Donc, c'était intéressant. C'était intéressant. Après, c'est intéressant d'avoir la vision des jeunes. Ouais, des jeunes. La jeune génération, non, parce que après, on pourra dire ce qu'on veut, mais chaque génération amène sa créativité, amène ses idées. C'est hyper intéressant aussi de les avoir. Ouais. Mais ça prouve aussi la détermination qu'ils ont et ils sont déterminés, mais parfois la confiance en eux qu'ils ont. Il y a beaucoup de confiance. Mais parfois, il y a des gens qui n'ont pas on dirait en anglais the big pictures, grande photo. Qui ont la photo complète. Quoi. Ouais, exactement. Il y a des gens, ils voient que tu pêches sur 1 ou 2 ou 3 points, mais ils ne savent pas réellement ce que toi tu vis au quotidien. Ouais, évidemment. Lui, il parle qu'il va faire mieux que moi sur ce point précis parce que lui n'a accès qu'à ça. Il sait que c'était ce point-là qu'on évoquait parce qu'il ne sait pas ce qui se passe dans les bureaux, il ne sait pas ce qui se passe en amont. Oui. On voit que le résultat et on pense que on va atteindre tout de suite le résultat. Je pense que la critique est parfois aisée. Ouais. Ok, super, bah c'est bien comme conseil ça. Et alors, et pour le futur quels sont les... Là, tu peux repitcher. Quels sont les futurs, enfin les projets, les enjeux pour toi, pour Sucheria, pour tes autres marques Alors, déjà, premièrement, j'aimerais développer effectivement, donc franchise. Les franchises, important. En Belgique En Belgique, en France. En France. Ouais. C'est ce qui intègre mon développement. Ensuite, j'aimerais parer aux plateformes. Il faut savoir que les plateformes prennent 30% du chiffre d'affaires qui est réalisé. T'aimerais te désolidariser, t'être moins dépendant. Moins dépendant d'eux, d'autant que je pense qu'après 5 ans, 6 ans maintenant, je pense que les gens ont un peu vu ce que ça donnait. Il y a beaucoup d'erreurs, je pense qu'ils commencent aussi un peu à taper sur les nerfs. J'aimerais retrouver, alors mon côté qui a aussi motivé le fait que je suis entrepreneur, ma liberté d'action. J'aimerais effectivement pouvoir retraiter mes commandes en direct et pouvoir retrouver, de redevenir souverain sur mes clients. Parce que c'est ça qui m'a motivé au départ, c'est pouvoir avoir cette interaction avec mes clients et aujourd'hui je n'ai plus accès à mes clients. Ça me dérange beaucoup. Donc j'aimerais effectivement, donc on a redéveloppé un site internet, j'ai un nouveau site internet qui vient d'être sorti, on a relancé une application, qui est, tout ça s'est fait il y a depuis 2-3 semaines. Donc pouvoir travailler. Alors ce qui est intéressant avec quand même les plateformes, c'est qu'elles nous ont donné un modèle, nous ont expliqué un peu comment ça fonctionnait. C'est intéressant. Donc le fameux buy one, get one for free. Donc achète un et reçois un gratuitement. Aujourd'hui, nous on est capable de dupliquer tout ça sur le site internet et de pouvoir. Donc ils nous ont montré un peu la méthodologie, c'est intéressant. Donc maintenant on va pouvoir s'en inspirer. Ouais, et puis ils se sont basés aussi beaucoup sur l'image et ça c'est aussi intéressant. Enfin, je veux dire, ce qu'ils font en soi,
tu peux le faire. Ils ont peut-être Ouais. plus de moyens, plus de, Plus de moyens, ouais, c'est côté en bourse. voilà, ils ont plus de moyens, plus de personnel, etc. Donc, mais c'est vrai qu'en soi, aujourd'hui, les gens, ils achètent sur une image. Ouais. Ils achètent sur un. Mais justement, c'est là où il y a un problème. C'est que je pense qu'Uber et Deliveroo, ils ont développé une image, mais finalement, en fait, l'image, c'est aussi la garantie que tes employés vont exécuter le travail. On l'a vu, hein, peut-être pas dans l'entièreté, mais quand même partiellement comme tu voudrais. En ayant délégué, en ayant fait ce qu'ils ont fait au niveau des livreurs et autres, des chauffeurs-livreurs, ils ont perdu ce pouvoir justement de pouvoir apporter le service qu'ils mettaient en valeur dans les premiers. Donc ça a marché un temps, je pense qu'aujourd'hui ça marche toujours. Hein, on ne va pas les faire tomber comme ça en deux temps, trois mouvements, mais je pense qu'aujourd'hui il y a quand même des gens qui sont moins crédules. Qui sont aujourd'hui, il faut revenir un petit peu à des fondamentaux et reprendre un peu la main sur... Okay. Sur eux. Et ensuite développer aussi effectivement des marques, des ghost brands comme on dit, des dark kitchen. Ça fait partie de mes projets futurs. Et bon, après la dark kitchen n'existerait pas sans eux aussi, quoi. C'est qu'ils ont apporté quand même pas mal de choses sur le marché, quoi. Ils ont apporté pas mal de choses. Ils ont changé les choses, quoi. Ils ont proposé autre chose, quoi. Une alternative. Le but, c'est pas de les faire disparaître. Hein. Oui, non, mais c'est d'être moins dépendant d'eux, quoi. C'est d'être moins dépendant d'eux et de faire en sorte que le débat et la relation soient plus équilibrés. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, la relation n'est pas équilibrée. Évidemment. On dépend plus de force, plus on de dépend poids, trop d'eux et c'est... Ok, donc franchise, donc développement en France, international plus que ça ou pas, européen Écoute, le Portugal m'intéresse. Ouais. Le Portugal m'intéresse. C'est un pays que j'ai eu l'occasion de visiter beaucoup là, ces derniers temps. Je me suis rendu compte que c'était très intéressant. Barcelone m'intéresse aussi. C'est aussi des villes et des pays qui ont d'autres cultures et d'autres mentalités que la nôtre. C'est aussi des endroits où justement alors, ces plateformes de livraison sont moins présentes et fonctionnent beaucoup moins bien. Il faut savoir que Uber et Deliveroo sont retirés par exemple, du marché espagnol parce que c'est une culture de la table. Les gens sont plus enclins à aller manger à table. Donc les gens font la queue devant les restaurants. C'est intéressant de le voir. Parce que quoi, le climat est plus propice à aller au restaurant. Le climat le permet. Les gens se retrouvent plus autour de la table. Donc manger seul chez soi, c'est pas. À Paris il fait moche ou à Bruxelles il fait moche et donc forcément. Bon, Paris ça reste encore un marché où les tables sont assez. Le marché est très mitigé. C'est un des plus gros marchés d'ailleurs à la France. C'est un plus gros marché du monde. Il n'est pas assez devant les États-Unis. Hein. C'est plus gros que l'Amérique. De la food. Ouais. Ah oui. C'est le plus gros consommateur en France. C'est le plus gros marché. Mais donc des développements à l'étranger. C'est ce que j'avais pris d'ailleurs à la base, c'était la culture Benelux, Luxembourg, Suisse aussi, parce que ça reste quand même des villes francophones. C'est facile pour moi de m'y installer, mais je peux pas être partout à la fois, donc la franchise, ça reste doucement quoi. Okay. Ok, super, merci Johan pour cette interview, ça m'a fait plaisir. Et puis, si vous voulez postuler, donc c'est talent@gmail.com. Et si vous êtes de passage à Bruxelles, allez manger des sushis. Merci Johan et à très vite pour un nouveau Planet of Boss.